Bonsoir et bienvenue, chers explorateurs du temps profond. Imaginez, si vous le pouvez, que vous vous tenez là, à l'aube même de l'existence de notre monde. Pas l'aube de l'humanité, ni même l'aube des dinosaures ou des premières forêts. Non, imaginez que vous êtes suspendu dans le vide glacial du cosmos, il y a 4 milliards et demi d'années. Devant vous, une sphère incandescente, rougeoyante, une boule de magma en furie, tourbillonnant sur elle-même. Son atmosphère est un voile suffocant de vapeur et de gaz volcaniques, un linceul empoisonné où aucune vie ne pourrait exister. Il n'y a pas de bleu apaisant des océans, pas de vert tendre des forêts, pas de sommets enneigés et majestueux. Il n'y a pas de continent, du moins pas au sens où nous les connaissons, ces vastes plateaux stables où fleurissent les civilisations. Juste une surface qui gronde, qui palpite, parfois déchirée par des cratères béants, crachant des geysers de matière en fusion, le tout sous le regard fixe d'une lune géante, beaucoup plus proche et terrifiante qu'aujourd'hui, née d'une collision cataclysmique qui a failli anéantir notre jeune planète. C'est un monde d'une violence inouïe, d'une beauté infernale, un lieu où la Terre n'est pas encore la Terre, mais une entité en gestation, une entité souffrante et furieuse, modelée par des forces que notre esprit peine à concevoir. Les roches, l'eau, l'air que nous respirons, la vie même, tout cela n'est qu'une promesse lointaine, un murmure dans le rugissement assourdissant de cette enfance planétaire. Nous allons voyager à travers des éons de chaos et de création, un récit qui défie l'imagination, où les personnages sont des éléments et des cycles, où les événements sont des cataclysmes cosmiques et des transformations chimiques. Ce n'est pas une histoire d'hommes et de femmes, mais une saga de la matière elle-même, une épopée où la géologie est la protagoniste principale et le temps, un fleuve sans fin. Préparez-vous à une immersion totale dans les abîmes du passé, là où la Terre elle-même était une étrangère. Kamenkans. Phase 1. Origins/Foundations. Au commencement, il n'y avait rien qui ressemblât à un monde au sens où nous l'entendons. L'univers était jeune, et notre système solaire n'était qu'un disque tourbillonnant de gaz et de poussière, les restes d'une étoile mourante, d'un événement cataclysmique qui avait ensemencé le cosmos de nouveaux éléments. Dans ce balai cosmique, il y a environ 4,54 milliards d'années, notre Terre commença son existence. Non pas en naissant d'une explosion, mais en s'agrégant, grain après grain, roche après roche, sous l'effet irrésistible de la gravité. Chaque collision, chaque impact de ces poussières et de ces astéroïdes naissants, libérait une énergie colossale. La jeune Terre était un monstre affamé, attirant à elle tout ce qui passait à portée, grossissant, se réchauffant, se transformant en une sphère de matière en fusion. C'était l'AD1, Léon du chaos, un nom bien choisi tant l'enfer semblait régner. Imaginez la pression, la chaleur interne, les éléments les plus lourds comme le fer et le nickel plongeant vers le centre pour former le noyau en fusion, tandis que les matériaux plus légers, les silicates, flottaient vers la surface, créant un océan de magma ardent. La planète entière était une fournaise sans parois, une soupe bouillonnante de roches liquides. Le ciel, s'il y en avait un, était un voile épais et incandescent de vapeur d'eau et de gaz volcaniques toxiques, arrachés à la surface. La pression y était intenable, la visibilité nulle, l'odeur du soufre et des métaux chauffés à blanc emplissaient l'air, une odeur d'apocalypse primordiale. Puis vint l'événement qui allait façonner à jamais le destin de notre planète, une catastrophe si gigantesque qu'elle est à peine concevable. Une protoplanète de la taille de Mars, que les scientifiques ont nommée Theia, dériva sur une trajectoire de collision fatale. L'impact fut cataclysmique. Non pas une simple collision, mais une véritable fusion, un fracas cosmique qui fit exploser une partie de la jeune Terre en un nuage de débris incandescents. La Terre elle-même fut presque pulvérisée, son océan magmatique s'épancha dans l'espace. Mais de ce chaos, de cette destruction inimaginable, naquit un nouveau corps céleste, notre Lune. Elle était alors beaucoup plus proche, un disque immense, menaçant, déchirant le ciel de ses marées gravitationnelles, accentuant le chaos et l'activité volcanique sur la Terre. La Lune, notre fidèle compagne, est la preuve la plus tangible de cette enfance violente. Les années, les millénaires, les millions d'années s'écoulèrent, mais le rythme était encore celui des titans. Lentement, implacablement, la surface de la Terre commença à refroidir. L'océan de magma, exposé au vide relatif de l'espace, se figea progressivement, formant la première croûte terrestre. Une croûte mince, instable, constamment brisée, refondue et recrachée par l'activité volcanique incessante. C'était une danse macabre entre le chaud et le froid, la création et la destruction. L'atmosphère, saturée de vapeur d'eau, commença à condenser à mesure que les températures baissaient. Imaginez la scène. Des pluies sans fin, des déluges d'une intensité inimaginable, des pluies qui durèrent des milliers, peut-être des millions d'années. L'eau s'accumulait dans les dépressions de la croûte naissante, créant les premiers océans. Ces océans n'avaient rien à voir avec nos mers actuelles. Ils étaient bouillonnants,
acide, chargé de minéraux dissous, une soupe chimique aux teintes verdâtres et rougeâtres, reflétant un ciel encore privé d'oxygène libre. Le bombardement massif tardif, BMT, vint ponctuer cette période de façon spectaculaire. Pendant des centaines de millions d'années, une pluie incessante d'astéroïdes et de comètes s'abattit sur la Terre, forgeant des cratères gigantesques, pulvérisant la croûte naissante, vaporisant l'eau, redistribuant les éléments. Ces impacteurs, s'ils apportaient la destruction, étaient aussi des porteurs de vie potentielle, transportant de l'eau, des molécules organiques complexes, des éléments essentiels qui allaient un jour servir de briques à la vie. Chaque impact était un rugissement assourdissant, chaque cratère une nouvelle blessure sur la peau frémissante de la planète. L'odeur du fer vaporisé et de l'hydrogène sulfuré devait être omniprésente, mêlée à l'humidité suffocante. Ces proto-océans, bien que chaotiques, furent le berceau. La croûte, bien que fine, commença à se structurer. Des volcans sous-marins, des crêtes médio-océaniques primitives crachaient sans relâche de la nouvelle roche, poussant et tirant les fragments de cette croûte juvénile. Ces fragments n'étaient pas encore des continents. C'étaient de petites plaques, des îlots volcaniques émergents, des blocs de basalte et de comacite, une roche volcanique ultramafique rare aujourd'hui, mais commune alors, témoin d'un manteau terrestre bien plus chaud. Ces îlots éphémères apparaissaient et disparaissaient, engloutis par le magma ou subductés sous d'autres plaques, dans une version embryonnaire de la tectonique des plaques que nous connaissons. Leur aspect était sombre, rocailleux, constamment remodelé par les éruptions et les vagues titanesques de l'océan global. L'atmosphère, un linceul dense de dioxyde de carbone, de méthane, d'ammoniac et de vapeur d'eau, créait un puissant effet de serre. Malgré le jeune soleil moins lumineux qu'aujourd'hui, la Terre était chaude, souvent bouillante. Il n'y avait pas de saison, pas de cycle familier, juste une chaleur écrasante ou des périodes de refroidissement intense lors des impacts majeurs. Le vent, s'il y en avait, était le souffle brûlant des cheminées volcaniques ou le sifflement assourdissant des tempêtes de vapeur. C'était un monde en devenir, sans repères, sans frontières. Une matière brute, pétrie par des forces cosmiques et internes. Pourtant, au milieu de ce chaos, quelque chose de fondamental se préparait. Les roches se différenciaient. Sous l'effet des cycles de subduction et de fusion partielle, le basalte se transformait, se fractionnait, donnant naissance aux premières roches granitiques. Et le granit, cette roche moins dense et plus riche en silice, est la clé des continents. Il flottait. C'est le radeau qui permet aux terres d'émerger et de ne pas être englouties. Les premiers germes de futurs continents étaient nés, de minuscules archipels volcaniques, des embryons de terre ferme, émergeant timidement des eaux bouillonnantes. Une promesse. Un espoir. Une première étape vers un monde plus stable, où la vie pourrait un jour s'épanouir. Ces protocontinents, petits et mobiles, n'offraient aucun refuge, aucun abri. Ils étaient des ponts de roches flottantes, des témoins silencieux de l'impossible qui allait bientôt se produire. Le destin de la Terre n'était pas encore scellé, mais ses fondations étaient posées, dans le fracas et la fureur, dans le tumulte d'une forge planétaire. Phase 2, apogée, âge d'or. L'Adéen, Léon des Enfers, s'estompa progressivement, laissant place à l'Archéen il y a environ 4 milliards d'années. Le monde restait étrange, mais les conditions s'étaient suffisamment apaisées pour que le murmure timide de la vie puisse enfin se faire entendre. C'était le véritable âge d'or de la Genèse, l'époque où les forces telluriques et chimiques allaient donner naissance à l'inimaginable. L'océan, toujours global, mais moins bouillonnant, devint le personnage central. Il était un laboratoire planétaire, une matrice primordiale où les ingrédients essentiels s'assemblaient. Imaginez les sources hydrothermales, ces cheminées noires sous-marines, crachant des fluides surchauffés et chargés de minéraux des profondeurs. C'étaient des oasis de chimie complexe. Des berceaux potentiels pour les premières réactions autoréplicatives. Autour de ces évents, dans l'obscurité totale des abysses, loin de la surface irradiée par les UV, car il n'y avait pas encore de couche d'ozone, des films de molécules organiques commençaient à se former. L'odeur de soufre et d'œufs pourris, sulfure d'hydrogène, y était sans doute intense, mais pour ces protocellules naissantes, c'était le parfum de la vie. Nos premiers personnages émergent ici, les prokaryotes, des cellules simples, sans noyau défini. Les archées et les bactéries primitives. Pendant des centaines de millions d'années, ils furent les seuls habitants de la Terre, invisibles à l'œil nu, mais exerçant une influence démesurée. Ils vivaient dans un monde anoxique, sans oxygène libre, qui aurait été mortel pour la plupart des êtres vivants d'aujourd'hui. Leur métabolisme était basé sur le soufre, le fer, le méthane, tirant leur énergie des réactions chimiques primitives. La Terre était alors un monde microbien, une tapisserie vivante de films bactériens et d'organismes unicellulaires se nourrissant des richesses chimiques de leur environnement. Puis, une innovation révolutionnaire, la photosynthèse, apparut. Initialement,
une forme anoxygénique, qui utilisait d'autres molécules que l'eau et ne produisait pas d'oxygène. Mais l'évolution est une force imparable. Il y a environ 3,5 milliards d'années, un nouveau type de bactérie fit son apparition. Les cyanobactéries, les championnes de la photosynthèse oxygénique. Ces organismes microscopiques apprirent à utiliser la lumière du soleil et l'eau pour produire de l'énergie, rejetant de l'oxygène comme déchet. C'était une révolution silencieuse, invisible, mais qui allait transformer le destin de la planète et de la vie. Leurs œuvres architecturales sont nos premiers artefacts vivants, les stromatolites. Imaginez des tapis bactériens, des monticules calcaires stratifiés, construits couche après couche par des colonies de cyanobactéries, piégeant les sédiments. Ces structures, certaines atteignant plusieurs mètres de haut, pullulaient dans les eaux côtières peu profondes des protocontinents. Leur couleur, du vert au bleu-vert, du brun au violet, auraient été les seules touches de vie visibles dans un paysage autrement désolé. Ces stromatolites étaient les ingénieurs de l'Archéen, les bâtisseurs silencieux d'un monde nouveau. Leurs formes étranges, parfois en dôme, parfois coniques, émergeaient des eaux, baignées par une lumière solaire filtrée par une atmosphère encore opaque. Le toucher de ces roches vivantes aurait été glissant, légèrement visqueux, l'odeur de la vie microbienne se mêlant à celle de l'eau salée et des minéraux. Ces formations sont les fossiles les plus anciens de la vie macroscopique, des témoins silencieux d'un âge d'or microbien. Pendant ce temps, sous les océans et sous les voiles de vapeur, la géologie continuait son œuvre. La tectonique des plaques était différente de celle que nous connaissons. Le manteau terrestre était plus chaud, plus dynamique, et les plaques se déplaçaient plus vite, se fragmentant et se reformant dans un balai incessant. Les premiers véritables cratons, ces noyaux continentaux stables et anciens, commençaient à se former. Ils étaient plus petits, plus nombreux, comme des rafts rocheux voguant sur un océan de magma. La roche granitique, moins dense que le basalte océanique, s'accumulait, donnant naissance à des massifs montagneux primitifs, mais sans les plis complexes que nous voyons aujourd'hui. Ces continents archéens étaient des archipels d'îles volcaniques reliés par des croûtes peu profondes, des mers intérieures et des volcans constamment actifs. L'aspect de ces terres émergées était rude, érodé, sans la couverture végétale familière. Juste la roche nue, mouillée par les embruns et l'humidité constante. Les noms de ces protocontinents, Ur, Valbara, Kenorland, évoquent des entités presque mythiques. Ur, l'un des plus anciens, formé il y a environ 3 milliards d'années, n'était pas plus grand que l'Australie actuelle, mais il fut une des premières tentatives de la Terre de former une masse continentale stable. Ces entités géologiques étaient comme des personnages lents, massifs, qui se rencontraient, s'entrechoquaient, se soudaient et se séparaient sur des millions d'années. Leurs mouvements étaient les décisions clés de cette époque, leurs collisions, les conflits, qui façonnaient le paysage. Chaque cycle de subduction, chaque éruption volcanique était un chapitre de leur développement, une modification de leur identité. Leurs destins ultimes étaient la fusion avec d'autres masses pour former des supercontinents encore plus grands, ou leur démantèlement partiel. L'atmosphère, bien que toujours dominée par le dioxyde de carbone et le méthane, commençait à subir des changements subtils sous l'influence de la vie. Les cyanobactéries libéraient de l'oxygène, mais celui-ci était rapidement consommé par les roches et les minéraux dissous dans les océans, le fer, notamment, rouillant, et précipitant au fond des mers. Il fallait encore du temps, beaucoup de temps, avant que cet oxygène ne sature les océans puis l'atmosphère. Le climat de l'Archéen était probablement plus chaud et plus uniforme qu'aujourd'hui, en raison de l'effet de serre gazeux et d'un flux de chaleur interne plus élevé. Mais il y avait des revers constants. Des impacts d'astéroïdes plus petits continuaient de frapper la Terre, bien que moins fréquemment que durant le BMT, provoquant des tsunamis massifs, des hivers d'impact temporaires. Des éruptions volcaniques gigantesques pouvaient noircir le ciel de cendres pendant des décennies. La vie, malgré son essor, restait fragile, dépendante des conditions locales, confinée aux niches protectrices offertes par les roches et les eaux. La compétition pour les ressources. L'adaptation aux environnements extrêmes forgeait l'incroyable résilience de ces pionniers microscopiques. La vision d'un océan sans fin, parsemé d'îlots volcaniques fumants, sous un ciel orangé ou verdâtre, était celle d'une majesté terrifiante. Les sons étaient ceux du vent sur les roches nues, le fracas incessant des vagues sur les rivages primitifs, le grésillement des gaz volcaniques. L'absence de vie animale signifiait un silence étrange, uniquement rompu par les éléments. C'était un monde en pleine effervescence, où l'expérimentation géologique et biologique était la règle, un monde où les continents, tels des esquisses inachevées, attendaient leur véritable naissance, tandis que la vie, dans sa forme la plus humble, commençait à laisser sa marque indélébile. Cet âge d'or n'était pas celui de l'opulence, mais celui des fondations, de la construction silencieuse d'un avenir. Phase 3, conflit, transformation. L'Archéen,
avec son foisonnement microbien et ses protocontinents turbulents, ne pouvait durer éternellement. La lente accumulation d'oxygène par les cyanobactéries, cet invisible personnage en mutation, préparait une révolution d'une ampleur cataclysmique. Ce fut le grand événement d'oxydation, GEO, il y a environ 2,4 milliards d'années, le conflit majeur de cette histoire ancienne, une guerre silencieuse pour l'atmosphère terrestre. Imaginez les cyanobactéries, ces innombrables armées microscopiques, proliférant dans les océans peu profonds, transformant la lumière solaire en énergie et rejetant inlassablement de l'oxygène, leur arme involontaire. Pendant des centaines de millions d'années, cet oxygène a été absorbé par les minéraux des roches, par le fer dissous dans les océans. Ces vastes dépôts de fer rubané, BIFS, d'énormes strates alternant le rouge du fer oxydé et le gris de la silice, sont les archives de cette période, les artefacts monumentaux de ce conflit invisible. Ces couches. Certaines des plus grandes formations rocheuses sur Terre racontent l'histoire de ce fer océanique qui, se combinant avec l'oxygène naissant, a précipité au fond des mers, transformant leur teinte sombre en une sorte de boue rouillée avant de se solidifier en bandes multicolores. Mais la capacité des minéraux à absorber l'oxygène n'était pas infinie. Au fur et à mesure que les puits de fer et de soufre se sont saturés, l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'eau, puis à s'échapper dans l'atmosphère. Le gaz que nous considérons comme vital, l'oxygène, était alors un poison mortel pour la grande majorité des formes de vie existantes. La quasi-totalité de la vie archéenne était anaérobie, incapable de tolérer l'oxygène. Pour elle, l'arrivée de ce gaz fut une catastrophe écologique d'une ampleur sans précédent, le coût humain de cette transformation planétaire. La planète fut prise dans une révolution climatique et biologique. Le méthane, un puissant gaz à effet de serre produit par certaines archées et abondant dans l'atmosphère primitive, réagit avec le nouvel oxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Le dioxyde de carbone est aussi un gaz à effet de serre, mais moins puissant que le méthane. Le retrait rapide du méthane atmosphérique provoqua un refroidissement global drastique. La Terre plongea dans son premier âge de glace majeur et prolongé. L'épisode de la Terre-boule de neige huronienne, il y a environ 2,4 à 2,1 milliards d'années. Imaginez cette Terre, autrefois chaude et baignée de vapeur, se transformant en une sphère blanche. Les océans, là où ils n'étaient pas recouverts par une épaisse couche de glace, étaient des étendues sombres et glaciales. Les continents naissants, ces blocs de roches nues, furent recouverts d'immenses calottes glaciaires s'étendant jusqu'à l'équateur. Le paysage était d'une blancheur aveuglante, reflétant la lumière du soleil et accentuant le refroidissement. Le silence était absolu. Rompu seulement par le craquement de la glace, le sifflement du vent glacial. Les quelques flaques d'eau liquide restantes, souvent maintenues par l'activité volcanique sous-marine, devenaient les derniers refuges des formes de vie. C'était un déclin brutal pour l'ancienne ère, une épreuve de survie d'une violence inouïe. Le coût, pour les formes de vie anaérobie fut immense. Des lignées entières s'éteignirent, incapables de s'adapter ou de trouver des refuges anoxiques. C'était une véritable guerre biologique, non pas entre espèces, mais entre des principes métaboliques. Seules celles qui purent développer des mécanismes de défense contre l'oxygène ou qui trouvèrent des niches profondes et protégées purent survivre. Mais comme souvent dans les grands bouleversements, la destruction ouvrit la voie à de nouvelles formes de vie. Ceux qui pouvaient non seulement tolérer l'oxygène, mais l'utiliser, étaient les héritiers de cette révolution. Des organismes capables de respirer l'oxygène commencèrent à émerger. La respiration aérobie est un processus beaucoup plus efficace pour produire de l'énergie que les métabolismes anaérobies. C'était une explosion d'efficacité, une nouvelle forme de puissance pour la vie. L'oxygène, de poison, devint le moteur d'une complexité future. Les personnages de cette phase sont les forces évolutives elles-mêmes. L'adaptation devint la reine. La pression environnementale extrême, due à l'accumulation d'oxygène et à la glaciation, sélectionna impitoyablement les lignées les plus résilientes. Des histoires individuelles, de cellules se jouent alors, à l'échelle microscopique, où la survie dépendait d'une nouvelle enzyme, d'une nouvelle structure, d'une capacité à se protéger de l'élément toxique. Les mouvements plus larges étaient ceux des populations microbiennes, se déplaçant, s'adaptant, ou disparaissant. La transformation de l'atmosphère ne s'arrêta pas là. Avec l'augmentation de l'oxygène, la haute atmosphère commença à former de l'ozone. La couche d'ozone, cette fine membrane protectrice, allait devenir le bouclier de la Terre contre les rayons ultraviolets mortels du Soleil. Sans elle, la vie complexe n'aurait jamais pu émerger des profondeurs de l'océan pour coloniser les terres et les airs. L'atmosphère, auparavant un voile mortel, commençait à devenir un havre. Cette période fut donc un pont entre deux mondes,
le monde primitif, anoxique, dominé par des formes de vie simples et des continents épars, et un nouveau monde, oxygéné, prêt à accueillir une biodiversité insoupçonnée. C'était une phase de bouleversement profond, de destruction créatrice. Le mythe d'une Terre toujours hospitalière pour la vie est ici confronté à la réalité d'une planète qui, à plusieurs reprises, a subi des changements écologiques radicaux, forçant la vie à évoluer ou à périr. L'humilité face à la puissance des cycles planétaires est une leçon évidente. Les continents, eux, continuaient leur danse lente, mais la scène sur laquelle ils évoluaient avait été radicalement modifiée. Leur sommet eût commencé à subir l'érosion par les glaciers, sculptant des paysages nouveaux, et leurs eaux côtières, oxygénées, attendaient la prochaine grande étape de la vie. Phase 4. Decline Heritage Transformation. Le Protérozoïque, qui s'étendit de 2,5 milliards à 541 millions d'années, marqua la transition vers une ère de stabilité relative, bien que ponctuée de nouvelles transformations majeures. La Terre émergeait des cendres de la grande oxydation, un monde purifié, remodelé par la glace et l'oxygène, prêt à écrire le prochain chapitre de son histoire. Ce n'était pas un déclin au sens strict, mais plutôt un lent mûrissement, un affinement des processus géologiques et biologiques. Les continents, nos personnages géologiques majeurs, continuèrent leur danse séculaire. Les cratons archéens, ces petits radeaux stables, commencèrent à s'assembler. La tectonique des plaques, bien que toujours plus rapide qu'aujourd'hui, commença à former de plus grandes masses terrestres. Vers 1,8 milliard d'années, le supercontinent Columbia, également appelé Nuna, prit forme, une configuration colossale rassemblant la plupart des croûtes continentales de l'époque. Imaginez ces masses, fusionnant au terme de millions d'années de déplacements, de collisions frontales qui soulevaient des chaînes de montagnes titanesques, bien plus massives que les Himalayas, avant d'être inlassablement érodées par le vent, la pluie, et bientôt, la glace. Ces montagnes n'avaient aucune végétation, juste des arêtes de roches ciselées, balayées par des vents violents, souvent enveloppées de nuages bas et d'une humidité presque constante. L'odeur de la roche mouillée, du minéral fraîchement exposé, aurait dominé. La formation de supercontinents comme Columbia et plus tard Rodinia, vers 1,1 milliard d'années, est un cycle fondamental de l'histoire de la Terre. Ces cycles d'ascension et de chute continentaux ont des conséquences profondes sur le climat, les courants océaniques et la biodiversité. Lorsqu'un supercontinent se forme, l'activité volcanique au niveau des zones de subduction est intense, libérant des gaz à effet de serre. Mais l'énorme masse terrestre crée aussi des conditions extrêmes à l'intérieur des terres, avec des climats arides et des variations saisonnières plus marquées, même si les saisons telles que nous les connaissons mettraient encore du temps à s'établir clairement. Les côtes réduites limitaient les environnements marins peu profonds, essentiels à la vie. Parallèlement, la vie continuait son chemin d'innovation. L'oxygène, maintenant un élément constitutif de l'atmosphère, permit l'émergence d'un nouveau type de cellules, l'eucaryote. C'est l'un des événements les plus cruciaux de l'histoire de la vie, la transformation la plus significative depuis la biogenèse. Les eucaryotes sont des cellules plus grandes. Avec un noyau bien défini et des organites, mitochondries, chloroplastes, qui, selon la théorie de l'endosymbiose, étaient à l'origine des bactéries indépendantes qui furent avalées et intégrées par d'autres cellules. C'est comme si des individus se sont réunis pour former une civilisation plus complexe à l'échelle cellulaire. L'introduction de la reproduction sexuée chez les eucaryotes fut une autre révolution silencieuse. Elle permit un brassage génétique beaucoup plus rapide, accélérant le rythme de l'évolution et ouvrant la voie à une biodiversité exponentielle. Pendant des centaines de millions d'années, les eucaryotes restèrent majoritairement unicellulaires, mais leur potentiel était immense. L'héritage de l'âge d'or archéen et du conflit protérozoïque se manifesta ensuite par l'émergence de la multicellularité. Vers 600 millions d'années, les premières formes de vie multicellulaires firent leur apparition, culminant avec la faune d'Ediacara. Imaginez des organismes étranges, souvent plats, en forme de feuilles, de disques ou de sacs, qui vivaient en jardin, sur le fond marin. Ils ne ressemblaient à rien de ce que nous connaissons aujourd'hui. Dénués de bouche, d'organes internes complexes, se nourrissant peut-être par osmose ou photosynthèse, ils représentent une expérience évolutive unique, une tentative de la vie d'explorer des formes nouvelles et des stratégies de survie. Ils n'avaient pas d'os, pas de coquilles, laissant des traces fossiles rares mais fascinantes. Ces non-élites du monde animal représentaient la complexité à l'échelle macroscopique, mais d'une manière encore timide et expérimentale. L'odeur de l'océan, maintenant plus oxygénée, aurait été celle des algues primitives et des micro-organismes, une odeur de salé et de frais. Mais la fin du protérozoïque fut aussi marquée par un retour à l'extrême. Entre 720 et 635 millions d'années.
La Terre fut à nouveau plongée dans une série d'épisodes de « Terre boule de neige », les glaciations sturtiennes et marinoennes, souvent regroupées sous le terme de cryogénien, encore plus intenses que l'uronien. Les glaciers recouvraient la planète de pôle en pôle, et même l'équateur gelait. Les continents, regroupés dans Rodinia, furent des cibles idéales pour les calottes glaciaires. Des preuves géologiques, comme les dépôts de tillite, roches formées par les glaciers, sous les roches carbonatées marines déposées dans les eaux tropicales, témoignent de cette glaciation globale. Comment la vie a-t-elle survécu à ces enfers de glace? Probablement dans des refuges volcaniques, des poches d'eau liquide sous la glace, ou grâce à des formes de vie dormantes. Ces glaciations extrêmes furent suivies par un réchauffement rapide, probablement dû à l'accumulation de CO2 volcanique qui n'était plus absorbé par les océans gelés. Ce yo-yo climatique eut un impact profond sur l'évolution de la vie. Le stress environnemental agit comme un puissant moteur d'adaptation. L'héritage de cette époque est immense. Les continents, désormais des masses stables et relativement imposantes, commençaient à prendre les formes de ceux que nous reconnaissons, même si leurs dispositions étaient radicalement différentes. Les processus de la tectonique des plaques s'étaient affinés, les cycles orogéniques, formation des montagnes, devenaient plus complexes. L'atmosphère était saturée d'oxygène, prête à supporter des formes de vie plus grandes et plus énergivores. Les océans, riches en nutriments, attendaient la prochaine grande explosion de biodiversité. Le savoir de cette époque est préservé dans les roches, dans les zircons des cratons, dans les bandes de fer rubanées, dans les microfossiles de stromatolites, dans les empreintes d'Ediacara. Nous assemblons les fragments de ce passé lointain, comme des archéologues du temps profond, pour reconstituer l'incroyable complexité de ces transformations. Il n'y a pas de déclin simple, mais une transformation incessante, une évolution du personnage de terre, qui de boule de magma est devenu un monde d'eau, de roches et de vie. Ces millions d'années de changements lents ou d'effondrements soudains n'étaient pas des fins, mais des préludes. Le monde des continents familiers allait bientôt émerger, mais il portait en lui la mémoire et l'héritage de ces éons de chaos, de création et de résilience. Epilogue, Echoes Moderns. Notre voyage à travers les éons du temps profond s'achève ici, non pas sur une fin, mais sur une pause, un moment pour relier ces âges incommensurables à notre propre existence. Nous avons traversé des mondes qui défient l'imagination, où la Terre n'était pas un foyer, mais une forge, une matrice en constante ébullition, un laboratoire cosmique. Nous avons vu le magma danser, l'eau tomber sans fin, l'oxygène naître comme un poison avant de devenir le souffle de la vie. Nous avons assisté à la lente, mais inexorable, gestation des continents, ces radeaux de roches qui portent aujourd'hui nos villes et nos montagnes. Chaque molécule d'oxygène que nous respirons, chaque grain de sable sous nos pieds, chaque battement de notre cœur, porte en lui les échos de ce passé lointain. L'oxygène, fruit de la révolution des cyanobactéries, est devenu le moteur de notre métabolisme, un héritage direct du grand événement d'oxydation. Les roches granitiques qui forment les noyaux de nos continents modernes sont les descendantes des premiers cratons archéens, ces îlots volcaniques qui flottaient sur les océans primitifs. Nos montagnes majestueuses sont les lointaines cousines des chaînes orogéniques qui se sont soulevées lors de la formation de supercontinents comme Columbia et Rodinia, aujourd'hui érodés au point d'être presque méconnaissables, mais dont les racines subsistent profondément enfouies. Lorsque nous contemplons une carte du monde, avec ses continents distincts et familiers, nous regardons la dernière configuration d'une danse qui a commencé il y a des milliards d'années. Les plaques tectoniques, avec leurs mouvements imperceptibles mais puissants, continuent de remodeler notre planète, de construire et de détruire, de séparer et de rapprocher. C'est le même ballet, incessant et éternel, qui a donné naissance aux premiers lambeaux de terre ferme bien avant que les continents n'existent au sens moderne du terme. Cette histoire est celle de la résilience, de l'adaptation, et de la complexité qui naît du chaos. Elle nous rappelle la fragilité de toute forme de vie, et la capacité inouïe de la vie à persister et à se transformer face aux défis les plus extrêmes. La vie, née dans un monde anoxique, sous un bombardement d'astéroïdes et une atmosphère toxique, a non seulement survécu, mais a fondamentalement changé la planète elle-même pour créer les conditions de son propre épanouissement. Notre histoire n'est qu'un court paragraphe dans ce livre immense du temps profond. L'humanité, avec toutes ses réalisations et ses défis, repose sur des fondations qui ont été posées il y a des milliards d'années par des processus géologiques et biologiques inimaginables. Comprendre ses origines, c'est comprendre que notre monde est bien plus qu'une simple sphère bleue. C'est une entité vivante, en perpétuel changement, une œuvre d'art cosmique sculptée par le temps et la matière. Alors, la prochaine fois que vous poserez le pied sur la terre ferme, prenez un instant pour ressentir le poids de ces éons, le murmure des océans primordiaux, le grondement des volcans anciens et le souffle des premiers organismes. Car en dessous de vous, dans les profondeurs de la croûte terrestre, et dans la mémoire génétique de chaque cellule vivante, résident les échos de ce monde quand les continents n'existaient pas encore. Et maintenant, l'histoire se termine. Bonne nuit.